Bonjour, donc je suis Gilles-Éric Serralini, professeur de biologie moléculaire à l'université de Caen et de toxicologie, on dit Caen Normandie maintenant, et je fais des recherches depuis 30 ans et je suis expert pour différents gouvernements dans la planète, sur plusieurs continents, sur les effets des pesticides et des OGM sur la santé. Alors du coup, comment est-ce que tu en es venu à t'intéresser à ce sujet? Alors mon sujet de thèse, il y a maintenant longtemps, c'était les effets de la pollution sur la santé. Et comprendre comment des molécules pouvaient avoir des effets à long terme. Et donc j'ai commencé en montant mon équipe à l'université de Caen en 1990 à regarder ce qu'il y avait comme polluants sur les gènes de bébés. Notamment en prenant les cellules du placenta et du cordon ombilical humain à la naissance. Et là, nous avons trouvé, grâce à une nouvelle technologie qu'on appelle la technique des adduits, nous avons trouvé, avec ma collègue qui travaille maintenant à Toulouse, Annie Leskovics, qu'il y avait plus de 400 polluants fixés à l'intérieur même de l'ADN ou sur l'ADN de fœtus humains par cellule, ce qui est beaucoup. Et nous avons identifié les grands groupes et les 10 principaux de ces polluants ensuite, et il s'agissait de produits à base de pétrole, essentiellement des gaz de voiture, des gaz de combustion de pétrole, des pesticides, des plastifiants et des métaux lourds. C'était les grandes molécules, les grandes familles de molécules qu'on trouvait. Et j'ai décidé de m'intéresser aux 10 principaux qui étaient contaminants sur l'ADN de fœtus humains chez des jeunes femmes normales, non fumeuses, qui n'avaient pas eu de problème de grossesse, pour savoir comment ils agissaient à long terme. Et on a pris des cellules de fœtus qui ont été isolées avec le consentement des mères, et des cellules aussi de bébés dans le placenta ou le cordon ombilical, qui de toute façon termine à l'incinérateur, avec le comité d'éthique. Et nous avons regardé, avec l'accord du comité d'éthique, je disais, quels étaient ces polluants et qu'est-ce qu'ils y faisaient. Et donc là, j'ai pris les principaux. Sur les 10 principaux, il y en avait 3 qui appartenaient à la société Monsanto, que je ne connaissais pas auparavant. Notamment les dioxines qu'on trouvait dans le composé orange de la guerre du Vietnam, les PCB que fabriquait la société Monsanto, qui a été rachetée par Bayer, c'est-à-dire des isolants électriques, des plastifiants, et des pesticides, dont le Roundup, qui est le principal pesticide du monde, le plus utilisé dans le monde. À l'époque, ils contenaient tous, et la vaste majorité pour l'agriculture contient du glyphosate encore. Ces produits se trouvaient sur le génome humain. Alors nous avons, c'est pas de ma faute si j'ai commencé sur Monsanto, c'est pas parce que j'étais un militant contre Monsanto. Par contre, eux ont milité beaucoup contre moi, on s'en est rendu compte en 2017. Et dès ces toutes premières études, ils ont ciblé d'abord les revues scientifiques de haut niveau dans lesquelles je publiais, pour soit les menacer, soit les aider à ne plus me publier. Donc nous avons identifié les 10 principaux produits qui polluaient le génome humain, et sur les 10, il y en a 3 qui appartenaient à la société Monsanto. Et puis, nous y reviendrons, qui m'a fait des misères à cause de ça, et puis nous avons essayer de comprendre quels étaient les effets à long terme de ces produits sur la santé. D'abord en travaillant sur les cellules humaines et toutes sortes de cellules d'adultes. On a vu que ces produits étouffaient les cellules, ce qu'on appelle aujourd'hui les SDHI, le Roundup étant le principal SDHI, qui est un inhibiteur de la respiration des cellules. Et puis, il y avait des problèmes aussi dans la perturbation hormonale. Et nous avons identifié très rapidement les effets perturbateurs hormonaux des pesticides, et nous nous sommes rendus compte que c'était très généralisé. Donc ton intérêt pour les pesticides vient à la base d'un intérêt pour les polluants. C'est ça, c'est un grand groupe de polluants. On réalise peu qu'ils sont faits à partir de la pétrochimie. Et je me suis intéressé non pas à l'alimentation d'abord,
mais aux polluants qui restaient dans le corps humain, et plus particulièrement sur le génome, ce qu'on n'avait pas découvert jusqu'alors. Et quand tu dis on réalise peu qui sont issus de la pétrochimie, qu'est-ce que tu veux dire par là? En fait, c'est assez simple. On ne sait pas que les pesticides sont faits à partir de pétrole. Et peu de gens réalisent que, par exemple, les pesticides sont au moins, ce qu'a reconnu le GIEC récemment, qu'ils sont au moins à la base de 30% des problèmes climatiques, par exemple des émissions de gaz à effet de serre, parce qu'ils sont fabriqués à partir de la pétrochimie. Et en fait, c'est historiquement les firmes de pétrochimie qui faisaient des gaz de combat pendant et après les deux guerres mondiales, qui ont, après la Première Guerre mondiale, entre les deux guerres, et au moment de la Deuxième Guerre mondiale surtout, qui ont développé ces produits qui ont ensuite terminé dans notre alimentation via l'agriculture. On pense aux engrais et les nitrates qui étaient des explosifs, et c'est pour ça qu'AZF a explosé. On pense aux Zyklon-B qui servaient à tuer les juifs ou les homosexuels et qui a terminé comme insecticide en France. Peu de temps après la guerre. Ça a été interdit à un moment donné, ça Oui, alors, on viendra à la réglementation tout à l'heure, mais tous ces produits ont été autorisés puis interdits. Et il y a des nouvelles familles et on change de composés allègrement parmi les multinationales qui dirigent le monde et pas seulement la science. Et on a découvert ça en marchant, chemin faisant, qu'il y avait une grande mainmise sur la réglementation et la science fondamentale des multinationales qui, à 8 au monde, font à la fois les produits pharmaceutiques, les produits de guerre, les pesticides, les OGM maintenant et les nanotechnologies. Ils ont beaucoup investi. Celles qui ont investi dans les GAFAM et qui finalement ont plus de la moitié de la richesse mondiale. On s'est rendu compte aussi que ces produits étaient très consommateurs de pétrole dès leur conception je me rends compte que lorsque les gens parlent d'agriculture locale, ils ne disent pas sans pesticides toujours, mais quand les pesticides ont fait 10 fois le tour du monde, ça n'a plus de sens de prendre une agriculture locale ou une fraise d'Argentine, parce que c'est pas seulement le transport, c'est la synthèse des pesticides, l'échange à différentes parties de du procédé de fabrication. Par exemple, à Lubrizol, on fait des composés intermédiaires à partir du pétrole qui ensuite vont dans les firmes de pesticides. Donc il y a des échanges et beaucoup de transports parce que ces choses-là se font dans différentes parties du monde. Et donc on peut avoir 10 kilocalories pétrole, pas seulement à cause de la fabrication, mais à cause de l'épandage, à cause du transport ensuite des produits de pétrole quand on mange de l'agriculture à pesticides. Et cela, on l'oublie souvent aussi. Finalement, il y a un décalage culturel qui est maintenu par les autorités d'autorisation, que ce soit de l'État ou des agences de communication des multinationales, sur une méconnaissance de la science à ce niveau. Alors que tout est publié, mais le public ne lit pas, c'est bien normal, les articles scientifiques, et donc ne sait pas l'histoire des pesticides. Je pense qu'on sortirait vite des pesticides si on la comprenait. Donc il y a un problème aussi de dérèglement de la communication de la science et de la communication du savoir sur les produits toxiques. Alors, ça aussi pareil, ça fait partie des choses qu'on va aborder plus en fin d'interview. Et je voudrais qu'on vienne sur le sujet en soi de secret toxique, c'est-à-dire la différence de toxicité entre la substance active qui est évaluée, dite active, qui est évaluée par les agences sanitaires, et les études sur le mélange. Dans les études de toi et de ton équipe que j'ai pu lire, je vois qu'il y a une évolution, en fait. À un moment donné, on sent qu'il y a une prise de conscience de ça. Que tu dis à un moment donné dans une conférence, j'ai arrêté de les appeler des adjuvants par exemple. Voilà. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu as commencé à t'intéresser au mélange dans son ensemble, plus seulement la substance active, et le cheminement un petit peu jusqu'à... En fait, j'ai discuté beaucoup avec les personnes de mon équipe. Et il était malvenu en sciences pour plusieurs d'entre elles de travailler sur le pesticide tel qu'il existe, celui auquel les agriculteurs et les consommateurs sont soumis. Parce qu'ils pensaient qu'on devait travailler pour optimiser l'effet sur la seule matière active déclarée.
Et donc, par exemple, je me souviens de l'anecdote d'un titulaire qui dit non, non, moi je travaille pas sur un produit, on va pas publier que c'est le Roundup de Monsanto, on va s'attirer des foudres et je veux continuer à trouver chez les industriels des crédits de recherche. Il faut savoir que pour les équipes scientifiques, aujourd'hui, l'État a déserté les financements récurrents importants et il demande de trouver des financements auprès des industriels en général. En tout cas, pendant longtemps, les contrats européens ont été affublés de fonds seulement s'il y avait un industriel dans le contrat. Et donc dans les industriels, forcément, on en trouve beaucoup pour aider à synthétiser, à trouver de nouveaux pesticides ou à tester les pesticides pour avoir leur efficacité, mais pas pour avoir leur toxicité. Ça, ils le font avec des firmes privées auxquelles ils sous-traitent, souvent en ne leur donnant pas le nom des produits, et ils vont avoir le produit ABC à tester sur des rats, par exemple, etc. Donc personne n'a accès facilement au niveau scientifique à ces résultats. C'est pour ça qu'il y a une grande omerta des recherches publiques sur ce sujet. Donc on s'est rendu compte qu'elle n'était pas connue. Alors nous avons, c'est par choix, choisi de travailler sur les produits tels qu'ils étaient utilisés par les agriculteurs. Je pensais que ça n'avait pas de sens de ne pas les tester. Et j'ai dit d'accord, on va mettre, il n'y a pas de problème, en comparaison, le produit tel qu'il est déclaré. C'est comme ça qu'en 2005, nous publions dans une thèse et dans une revue, dans une grande revue scientifique, Environmental Health Perspective, la comparaison glyphosate Roundup, et nous trouvons que systématiquement, progressivement, nous publions encore, quel que soit le type cellulaire, parce qu'on pensait même au début que c'était un artefact, et je croyais dans le mythe que c'était le glyphosate qui était le plus actif, eh bien le Roundup était toujours 100 000 fois plus actif selon le type de cellule et le temps d'exposition, qui allait de quelques heures, 1 heure ou 2 ou quelques minutes, à 72 heures, 96 heures. Ça, c'est la première fois que tu as des résultats empiriques sur ce sujet-là. Voilà, non pas empiriques, mais expérimentaux. Expérimentaux, ouais, pardon. Oui. Et il n'y a pas de problème, on a travaillé sur ce sujet-là, et très vite, on a voulu savoir de quoi étaient faits ces produits, parce que rien n'était déclaré, et de quoi était, et quelle était la nature des effets. Alors on a caractérisé la nature des effets sur les cellules, d'abord, beaucoup, puis sur les animaux, et là je décris au cours du temps jusqu'en 2012, et même après, et puis ensuite sur les humains en cas d'accident. On a eu des cas d'agriculteurs qui avaient des enfants affublés d'anomalies malheureusement, et qui... et chez lesquels on a regardé le passage dans l'urine de ces produits. Et donc on a fait des études où alors des enfants ou une enfant qui avait un problème de malformation nerveuse, ce qui m'a emmené vers les effets perturbateurs nerveux des pesticides. J'ai à chaque fois tiré la ficelle qui m'était donnée par les découvertes pour bien caractériser ces produits, ce qui n'était absolument pas connu. Et on a trouvé beaucoup de résultats montrant que c'était des dérivés de pétrole qui agissaient. À chaque fois dans ces études, tu compares l'effet du mélange et l'effet de la substance seule. Oui, tout à fait. Sauf quand... Il n'y aura pas mes questions dans le... Ok. Oui, tout à fait. Dans la caractérisation tant des mécanismes d'action que ensuite j'ai voulu mener des études sur la détoxification de ces produits, c'est-à-dire la façon dont le corps pourrait les retirer de nos cellules, que sur la caractérisation des produits eux-mêmes, j'ai toujours comparé le mélange à la matière dite déclarée, que l'industrie nomme active, mais qui pour nous est loin d'être la seule, si elle l'est. Souvent on trouve qu'elle n'est pas si active que ça. Et j'ai compris une logique que je n'avais pas comprise au départ, c'est que la matière dite active, entre guillemets, est le résultat de la communication, mais n'est jamais testée par les entreprises. C'est-à-dire qu'ils prennent disons que les agences réglementaires, dont j'ai fait partie pendant 9 ans, considèrent que la matière active, son efficacité sur les plantes, par exemple, quand ce sont des herbicides,
Ça appartient à la firme et ça n'a pas à être testé. C'est-à-dire que si ça marche mal, eh ben tant pis. C'est qu'un concurrent va mieux gagner ou ça les regarde. Parce qu'on ne se préoccupe pas de la toxicité d'un herbicide sur les plantes dans la réglementation. On ne vérifie pas si c'est bien ça qui est actif. Et alors effectivement, le glyphosate, pour prendre le cas de la principale matière active déclarée dans le monde, d'abord il a été breveté pour toutes sortes de détergents, d'actions, et ensuite, son côté herbicide, personne ne l'avait testé. Alors que j'étais un toxicologue des humains et des animaux, je remarquais que mes collègues en biologie végétale ne testaient pas le glyphosate seul sur les plantes, ils prenaient pour acquis que c'était fait. Et alors, quand il y avait des études de toxicité du glyphosate seul, c'était avec des doses énormes, qui ont fait dire à la firme ou aux agences réglementaires, oui mais ça c'est pas grave parce qu'on retrouve pas ces doses dans la nature. C'est-à-dire 10 fois plus que ce qu'on utiliserait dans un jardin. Et là, on a progressivement vu qu'ils prenaient une des substances les moins toxiques du mélange pesticides. Il faut savoir que tous les pesticides sont des mélanges absolument gigantesques de molécules, peut-être plus d'une centaine. Plusieurs centaines même selon certains résultats que nous avons obtenus. Et c'est de l'ordre de la centaine. Et donc, ils n'ont pas d'activité séparément, ces produits. Si on en prend un aux doses où il est dans le produit, on peut avoir moins d'effets. Mais si on les prend tels qu'ils sont, alors on dit des effets synergistes, mais il n'y a même pas besoin du principe actif déclaré pour avoir l'effet herbicide. Et donc, c'est peut-être un des moins toxiques sur la vie, sur le vivant, qui est déclaré. Et on a compris la logique, c'est que ça permettait de commercialiser avec tout un mélange de produits qui, eux, ne sont pas réglementés sur la toxicité sur les mammifères, parce qu'ils ne sont pas déclarés, tout simplement, et qui, pourtant, ont des effets extrêmement cancérogènes, ou sont connus pour être des cancérogènes par les agences sanitaires, mais qui ne sont pas déclarés dans le mélange. Et le mélange n'est pas connu, d'ailleurs, ni par les scientifiques, qui l'étudient très peu, parce que ils ont un peu, d'abord parce que c'est pas tellement la culture de réétudier les résidus des produits déjà commercialisés. L'État ne donne pas de sous pour ça. Quand l'État a autorisé un produit, on tient pour acquis qu'il n'est pas toxique. Et généralement, les scientifiques, qui sont d'ailleurs jugés par leurs pairs, qui sont souvent dans les commissions, ils pensent que c'est très très bien fait, parce que c'est des scientifiques connus qui sont ou reconnus déjà par le gouvernement ou par les agences qui sont nommées dans ces commissions, que d'ailleurs l'industrie aide à aller chercher. Qu'est-ce qui nous permet de dire qu'il y a des produits non déclarés dans... En fait, ce qui permet de dire qu'il y a des produits non déclarés dans les mélanges, c'est d'abord les faits. Quand on fait des études de spectroscopie de masse, c'est une technique très poussée pour voir l'ensemble des molécules d'un mélange. On ne peut pas toujours toutes les identifier, mais on peut voir leur groupe, et en tout cas, chaque pic est une molécule. On en voit plusieurs centaines. Alors que j'ai été dans les commissions gouvernementales, et il y en a plus d'une dizaine de déclarés dans un pesticide commercialisé. Et c'est bien rare si ça dépasse le tout, mais en tout cas, il n'y a pas les centaines de molécules qui existent dans le mélange. Et autre chose surprenante, par l'analyse des produits commercialisés, que les scientifiques n'osent pas faire parce qu'ils ont peur d'avoir un procès de la firme en finalement déroulant un secret de fabrication. Donc ils ne s'engagent pas là-dessus, et puis c'est pas quelque chose de déclaré, donc c'est pas quelque chose qui est exploré scientifiquement habituellement. Mais moi je fais partie des petits empêcheurs de tourner en rond qui pensent sans tous ces problèmes quand je me pose une question scientifique des effets à long terme sur la santé. Ce qui va freiner certains me fait hausser les épaules et dire si on trouve ça, on trouve ça. Donc, vous savez, dans une basse-cour, il y a toujours des canards noirs. Donc,
nous rendons compte que c'est un doux mélange de produits au hasard. C'est-à-dire que c'est pas une recette précise, c'est pas des pics précis qui ressortent tout le temps. C'est comme si c'était des résidus ou des ordures de pétrole, puisqu'on a identifié les produits comme étant des résidus de pétrole et des métaux lourds qui sont aussi dans le pétrole. C'est comme si on avait laissé les fonds de cuve avec ces produits. On obtient à peu près les mêmes analyses quand on passe des résidus de pétrole en contrôle. Donc c'est du pétrole brûlé apparemment, qui a été brûlé à un moment ou à un autre. Il a été chauffé, il est oxydé, et ça fait des détergents très dangereux. J'ai appris aussi, chemin faisant, que les résidus de pétrole servaient à faire 3 choses par une enquête et un des livres Poison caché ou plaisir cuisiné que j'ai coécrit avec Jérôme Douzelet. Je me suis rendu compte que les résidus de pétrole servaient à des détergents. Par exemple, le plus connu dans les magasins est le White Spirit, qu'il servait pour extraire les gaz de schiste, parce que c'est un produit qui s'infiltre bien dans la terre et il suffit après de mettre un choc électrique pour que ça explose, par exemple, des gros rochers, et que ça permet des extractions de gaz. Et c'est ça qu'on va retrouver dans les robinets des gens, dans les villages où il y a des extractions de gaz de schiste, au Canada en particulier. Et on va se rendre compte aussi que ça sert depuis longtemps, pour fabriquer des pesticides. Alors, il faudrait mener une enquête pour savoir si c'est matière première qui est fabriquée ou si on laisse les composés intermédiaires. Et à mon avis, on y laisse les composés intermédiaires parce que quand on prend le bidon fini de Roundup, même sans glyphosate, c'est l'étude que j'ai fait avec Gérald Ginger en 2020 et qui a inspiré Secret Toxique. Nous en sommes très fiers. Et bien même quand on prend le bidon vert qui est censé contenir du Roundup sans glyphosate, on va retrouver ces produits. Et à vrai dire, avant de commencer l'étude, j'en étais pas sûr du tout que le produit serait toxique sans glyphosate et avec de l'acide acétique. Donc tout ça, oui, c'est des étonnements, des découvertes, des continuations d'enquête en fait. On joue simplement le rôle avec de la haute technologie de ce que fait un enquêteur de police qui dure des années sur un site de crime par exemple pour essayer de savoir qui est le criminel. Sauf que là, ça amuse beaucoup les gens. Les enquêtes policières, ils lisent des romans, ils regardent les films, quelquefois tout inventé, mais toujours avec les méthodes d'investigation extrêmement poussées. Mais là, il faut se rendre compte que c'est pas le crime d'une personne, c'est des millions de gens qui peuvent mourir, avoir des cancers, voire des milliards, je pense, puisqu'il y a à peu près 1 humain sur 2 qui a un cancer au cours de sa vie aux États-Unis, 1 sur 3 en Europe. Donc il y a toutes les maladies nerveuses, etc. Et ces produits sont connus, où on l'a démontré comme ayant des effets sur non seulement les cancers, mais aussi les maladies nerveuses, les maladies immunitaires, les maladies de la reproduction, l'hypofertilité ou la stérilité, et aussi les malformations des bébés, parce que les fœtus, ils sont très sensibles au cours de leur formation. Donc ce sont vraiment la seule chose qui puisse complètement expliquer tout ça, c'est la communauté des produits qui sont dans tous les pesticides, qui sont largement répandus sur la surface du globe, qui se retrouvent dans l'alimentation, dans la chair animale, dans les poissons, bien sûr, dans le jambon, dans les œufs. Et c'est pour ça que je prends des choses le plus bio possible, mais je n'arrive plus, on l'a même senti dans le goût du vin, et on a fait une grande enquête avec 75 spécialistes, 195 tests, pour voir que les pesticides se reconnaissaient dans le vin, en leur ayant fait goûter d'abord les pesticides dans un peu d'eau, mais aux doses où on les retrouvait dans le vin. Et donc, c'est omniprésent, on ne se rend pas compte que c'est des scènes de crime, mais avec des milliards de gens en jeu, et non pas une ou deux personnes, comme on aime à regarder les téléfilms sur des enquêtes de crime.
Au moment, je voudrais qu'on parle de la réaction des autorités lorsque vous commencez à dire à montrer que les mélanges sont plus toxiques que les substances actives, ce qui invalide en fait les méthodes d'évaluation des agences sanitaires. Vous les informez de ça. Par exemple, je pense que le papier où c'est le plus clair, c'est celui ménage de 2014, celui avec les 9 pesticides, où là c'est flagrant. Quand vous publiez ça, quelle est la réaction des autorités ? Alors, d'abord, il faut qu'elles en aient, c'est-à-dire que la réaction des autorités, c'est plutôt de dire ah ok, on va attendre des confirmations. C'est vous, on va attendre des confirmations. Donc, ça signe leur complicité. En fait, la réaction des autorités signe leur complicité dans le système d'évaluation. Et j'ai été sidéré de voir, finalement, même à l'EFSA, dans les réunions contradictoires qu'on a faites grâce à Secret Toxique, leur façon d'emballer la chose pour... j'avais eu beaucoup de réunions avec les autorités et les agences sanitaires, puisque j'étais moi-même un de leurs experts. J'ai été expert pour l'EFSA, j'ai été expert pendant 9 ans sur les OGM. La problématique est la même, puisque les OGM sont de grosses plantes à pesticides, comme quand je dis grosse, ça ne veut pas dire que la plante est plus grosse, ça veut dire que ce sont des composés alimentaires majeurs de l'alimentation. Je pense au soja, je pense au maïs, notamment pour nos animaux de batterie d'agriculture intensive, pas tellement pour les animaux qui mangent à l'extérieur, mais ceux qui sont nourris à partir de cette agriculture intensive. Et d'ailleurs, les OGM vont stimuler l'agriculture intensive en produisant plus facilement, non pas plus, mais plus facilement, grâce à un usage massif des pesticides. Les plantes ne meurent plus en présence de pesticides, et c'est le caractère majeur des OGM du monde. Et là aussi, je me suis rendu compte que c'était le Roundup, la tolérance au Roundup, que les plantes puissent l'absorber sans mourir, le caractère majeur, et c'est encore, 20 ans après, le caractère majeur des OGM du monde. Il y a plus de 80% des OGM qui en contiennent, qui sont modifiés pour pouvoir en contenir, donc la problématique est la même du point de vue de la toxicologie. Évidemment, on peut parler d'effets éventuels de certaines mutations génétiques, mais bien au-dessus de l'effet éventuel de certaines mutations génétiques, on a l'effet systémique aussi de la présence de beaucoup plus de pesticides dans ces plantes. Et preuve en est que le Parlement européen a dû légiférer pour augmenter jusqu'à une centaine de fois les seuils admis de Roundup, qui étaient décelés par le marqueur glyphosate, dans les abats, par exemple, d'animaux, les reins, les foies, les intestins, etc., qui sont vendus en boucherie. Pour augmenter les seuils admis. Pour augmenter les seuils admissibles, dès que les OGM sont devenus une part significative de l'alimentation européenne, de l'alimentation des animaux de batterie. Je suis sûr de bien comprendre, c'est-à-dire que du coup, le Parlement européen a légiféré pour augmenter de 1 à 100 les ppm, parties par million, les résidus de soja autorisés, les résidus de Roundup autorisés dans la nourriture des animaux, pour que les abats de boucherie puissent être toujours vendus, parce que sinon ils dépassaient le seuil admis. Par exemple pour les reins, par exemple pour le Mercosur, les accords de libre-échange pour qu'ils puissent fonctionner. Oui. En fait, c'est pas tellement pour que les doses, les concentrations admissibles de résidus de pesticides. En fait, c'était bien avant le Mercosur, c'était l'OMC qui réglementait ça, et l'EFSA, l'agence européenne, était une agence finalement qui facilitait les échanges avec les produits à l'OMC. Parce que quand plusieurs pays, y compris la Chine, les États-Unis, l'Europe, etc., l'Inde signe, alors pour l'Inde c'est pas le cas, mais signe au départ à l'Organisation mondiale du commerce, il va y avoir, pour les aliments, il va y avoir des accords comme quoi on prend la sécurité sanitaire du pays exportateur. Et tous les pays signent ces accords pour être dans l'OMC. Donc forcément, étant donné que Jacques Chirac, en tant que président de la République, avait été signé des accords pour dire
on prendra votre soja et vous prendrez notre vin et notre Roquefort, ce qui avait créé la polémique et qui a fait connaître José Bové parce qu'il était producteur de fromage de chèvre sur le Larzac. Étant donné qu'on fait ça, il faut qu'on importe du soja, et le soja est devenu à la même époque, c'était un peu l'épée cachée de l'Amérique, le soja est devenu à l'époque OGM et contenant du Roundup, le produit phare de Monsanto, dont le brevet allait tomber en désuétude. Et donc on a continué le brevet sur le glyphosate avec les OGM absorbant du glyphosate. Ok. Donc, pour revenir à... Donc, on a augmenté les seuils où on regardait plus le taux de glyphosate et donc de Roundup dans les aliments à partir de cette époque, fin des années 90, au Parlement européen. Donc, on parlait de la réaction des autorités sanitaires quand vous... Donc, et c'est très lié parce que la réaction des autorités sanitaires, c'était non seulement d'ignorer les études de toxicité, de dire oui mais on va attendre pour voir s'il n'y en a pas d'autres. On leur disait mais attendez, c'est comme si un policier disait ça pour arrêter un criminel, vous comprenez, et s'il a fait un crime, ça suffit pour l'arrêter. Mais là, on fait 1 million de crimes, non. On continue pour voir si par hasard, il n'y en aura pas 2 millions. Et on peut toujours continuer comme ça, mais je pense que c'est un raisonnement irresponsable, c'est un peu comme ce qu'on a fait pour le climat, c'est toujours ignorer les découvertes pour sans cesse continuer à augmenter la productivité et la croissance, ce qui est un système du XVIIIe siècle complètement décalé pour le monde moderne, c'est ce que j'enseigne à mes étudiants, puisque ça ne prend pas en compte l'épuisement des ressources, et c'est le cas pour les pesticides, ou les déchets, c'est-à-dire les résidus dans l'environnement et dans les corps. Parlons justement les analyses par spectrométrie de masse. Moi, dans tes papiers, j'en ai trouvé 2, il y en a peut-être plus, mais il y a celle de Farge et Al en 2018 où vous trouvez justement de l'arsenic, du plomb. Ça, c'est des choses qui ne sont pas censées être dans les produits. Et puis, il y a l'étude qui a lancé Secret Toxique, du coup, celle que vous avez fait tous les deux. Est-ce que tu peux justement me parler de ces études, me les raconter? Alors progressivement, on a eu d'abord l'analyse dès 2013-2014 des résidus dits POEA, qui est une famille en fait de produits qu'on prend toujours pour une molécule quand on dit le POEA, même les ministres. Mais en fait, c'est pas du tout une molécule, c'est plusieurs dizaines de molécules qui sont des résidus de pétrole, polyéthoxylés, comme leur nom le dit, et comme leur abréviation le dit, et POEA, et ces produits, on les a fait interdire par une ministre qui à l'époque était Ségolène Royal, et donc on connaissait leur toxicité par ailleurs dans la littérature parce qu'on avait interdit des détergents qui en contenaient parce qu'on les avait trouvés dans les rivières tuant les poissons, etc. On a découvert que les POEA étaient plus toxiques que la substance active déclarée, le glyphosate, dès 2014. Puis on a fait alors il y a eu une 25 formulations qui ont été interdites. On s'est rendu compte aussi que les pesticides étaient déjà vendus illégalement dans tous les supermarchés parce que normalement on aurait dû les mettre sous clé et les vendre avec un conseil phytopharmaceutique, ce qui a justifié les faucheurs de bidons de Roundup ou les travaux des gens qui ont été peinturlurés des bidons de Roundup dans les magasins. Donc tout ça était illégal de la part des autorités et du gouvernement, et même les agences laissaient faire, parce qu'une fois qu'elles ont dit oui, c'est bon, ça semble pas toxique, elles avaient dit ça des POEA, puis après elles ont fait semblant que c'était elles qui l'avaient inventé, qu'il y en avait, que c'était toxique. Donc elles réagissent toujours à retardement, c'est là qu'on voit leur mauvaise foi, et une fois elles sont mises le dos au mur, ces autorités, telles l'EFSA, et après j'ai compris pourquoi, Diana Banati, qui était à l'époque à la tête de l'EFSA, était compromise par l'ILSI, et elle a dû quitter
le système. L'IL6 est un grand cabinet de lobby européen. Donc on a trouvé après coup par enquête les dessous de l'affaire et on les connaît très bien. Et on sait, et on a compris, comme j'étais aussi ça m'a beaucoup aidé pour réaliser les choses dans les agences réglementaires, je réalisais comment ils contournaient les connaissances sur la toxicité en mettant des façons bidons d'évaluer les pesticides, en prenant juste une partie. Puis ils ont bien d'autres techniques quand on a des effets sur les rats pour dire non, mais ça ne doit pas être lié au produit. C'est ce que j'ai vu dans mes études sur le Roundup et les OGM à long terme sur les rats. Et on a même vu dans les Monsanto Papers que c'était commandité et imaginé par les firmes elles-mêmes. C'est ce qu'elles leur pratiquent pour essayer de contourner la science. Et c'est très documenté aujourd'hui. Alors les 2 études. Alors, ensuite je me suis dit, est-ce qu'il y a autre chose? Parce que la spectrométrie de masse, malheureusement, on ne peut pas le faire sur toutes les longueurs d'onde. On choisit une longueur d'onde et on va voir toute une série de molécules qui répondent à ces longueurs d'onde et on va voir leur masse exacte et on va voir leur structure exacte, mais il va falloir le faire avec toutes les longueurs d'onde. Et progressivement, quand on cherche pour les métaux lourds, quand on cherche pour les détergents, et en particulier, j'ai voulu voir s'il y avait des résidus de pétrole avec Gérald Gingère, sur ce qu'on appelle les composés aromatiques polycycliques, les hydrocarbures aromatiques polycycliques, ben on en a trouvé beaucoup. En fait, on en a cherché très particulièrement un peu moins d'une quinzaine, 14, et on s'est rendu compte qu'ils étaient tous là. Parce que c'est ceux qu'on sait facilement doser, mais il y en a sans doute d'autres. Et c'est ce qui explique l'ensemble des molécules qu'on trouve avec les métaux lourds et les résidus de pétrole, et il y a certainement d'autres résidus de pétrole encore non identifiés dans les pesticides aujourd'hui. Et donc ça, on l'a fait effectivement avec les herbicides, avec et sans glyphosate. Et puis, pour une thèse, celle de Robin Ménage, on s'est demandé si, d'un de mes étudiants, si c'était commun à tous les pesticides. C'était la question logique qui venait après. Et la réponse a été malheureusement oui. C'est-à-dire que pour tous les pesticides qu'on a passés, alors là, sur des cellules humaines, voire in vivo, les effets du produit étaient beaucoup plus importants, du produit vendu, étaient beaucoup plus importants que les effets du principe actif déclaré. Donc là, on s'est dit, il y a une malversation énorme. Lorsque vous découvrez la composition de ces produits, quand vous faites la spectrométrie de masse, vous vous apercevez de tout ce qu'il y a dedans, est-ce que vous êtes surpris? Quelle est votre réaction? On se met en cause, on revérifie et on se rend compte que les résultats sont reproductibles pour tous les pesticides qu'on teste. Parce qu'on en a publié 9 et puis on en a cherché sur 23 en fait. Et les principaux pesticides du monde. Alors c'était quelquefois très dur de les avoir, mais j'ai un certain nombre de collègues de par le monde qui me les envoyaient. Et donc on a eu ainsi la possibilité de vérifier que c'était des découvertes beaucoup plus générales que ce qu'on pensait au départ sur le Roundup et le glyphosate. Donc oui, ça vient au-delà, ça vient se surajouter à ce que vous découvrez sur les mélanges. C'est-à-dire que du coup, là... Oui, alors, dans les agences réglementaires, on commençait à dire on va prendre en compte l'effet des mélanges. Et alors, j'ai cru qu'ils allaient parler des pesticides. Parce que, et donc, nous avons comparé les effets des mélanges de pesticides, de substances actives déclarées, et on s'est rendu compte, par exemple, on a testé les néonicotinoïdes, le problème était le même pour les néonicotinoïdes, c'est-à-dire Confidor est beaucoup plus toxique que l'imidaclopride ou l'acétamipride. Confidor, c'est le nom commercial du néonicotinoïde, et l'imidaclopride, et c'est le nom déclaré. Et donc, j'ai remarqué comment ça se faisait. Les inductions même des ONG et des associations à penser que c'était une seule molécule, ça simplifiait tout de suite le problème et on passait à côté de l'essentiel. Comme aujourd'hui, ça se passe pour les pétitions sur le glyphosate. Et donc, on a essayé,
plusieurs molécules déclarées les unes à côté des autres et les unes avec les autres. On avait des effets effectivement amplifiés de 2, 5, 10 fois. Mais rien à voir, si on mettait une goutte de la formulation, c'est-à-dire de ce qui était dans le bidon, on avait des effets 100, 1000 fois plus. Donc, c'était de la roupie de Sansonnet, c'était rien du tout les effets des mélanges tels qu'ils sont aujourd'hui étudiés, même par les scientifiques qui étudient ça, et les effets du pesticide tel qu'il est vendu dans le commerce ou pour les agriculteurs. C'était une large sous-estimation de l'effet des mélanges. Donc, les gens s'étaient laissés avoir par la culture des agences de communication qui influençaient non seulement le gouvernement, mais aussi les journalistes, mais aussi les agences sanitaires, qui disaient les mélanges de pesticides, c'est quand il y a 2, 3, 4, 5 pesticides, c'est grave, docteur. Et on leur expliquait que c'était rien à côté de l'effet du mélange dans la bouteille déjà vendue pour telle, pour avoir cet effet extrêmement toxique. On est en quelle année à ce moment-là ? On est dans les années 1995. Et les gens commençaient déjà à se poser des questions des mélanges. L'INSERM reconnaît dans les années 90, à la fin des années 90, que l'effet des mélanges doit être étudié. Quand on dit l'INSERM, c'est tous les chercheurs travaillant sur les pesticides dans l'INSERM, mais ils ne parlent pas de l'effet des formulations parce que personne n'étudie, à part nous et quelques groupes dans le monde qu'on a inspirés, personne n'étudie les effets des produits tels qu'ils sont dans la bouteille commercialisée. C'était considéré comme, pas secret d'État, mais presque secret d'entreprise, et on ne se frotte pas à ça. Donc, le problème était aussi un problème de compréhension de la science, qui s'est toujours interféré avec ces sujets-là, parce que la réglementation avait été construite après la guerre, bien pensée pour éviter ces sujets-là. C'est vous, messieurs les entreprises, je dis messieurs parce que c'était fourré d'hommes à l'époque, trop d'ailleurs, qui concevez ce que vous déclarez, comment vous étudiez la toxicité, les tests qu'on va rendre obligatoires. S'il vous plaît, monsieur Bayer, est-ce qu'on a le droit de faire tel test? Qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, peut-être, mais vous allez pas étudier les effets sur les hormones sexuelles. Hein. Vous allez étudier les effets sur la toxicité directe. Vous allez en déduire une dose journalière admissible, le seuil réglementaire qu'utilise le préfet pour dire « Ah ben non, là on le dépasse en Bretagne sur le Roundup dans l'eau du robinet. Donc on va vous apporter des bouteilles d'eau minérale qui n'en contiennent pas. » Et ce seuil-là est établi par les entreprises et ensuite l'objet de négociations politiques qui mettent toujours à la hausse ce seuil. Mais ce seuil ne tient pas compte de l'effet du mélange. Il tient compte de l'effet donc du vrai pesticide. Il tient compte de l'effet du pesticide théorique, la substance active déclarée par l'entreprise selon les tests de l'entreprise elle-même. Alors bien sûr, ces tests peuvent être mal faits, mais ils se méfient de quelqu'un qui pourrait vérifier, etc. Donc en général, ils sont bien faits, ils sont juste très laxistes sur ce qu'on va effectivement mesurer comme effet, et ils vont sous-estimer l'effet du produit commercialisé. Parce que qu'est-ce que ça leur permet, ça? Ça leur permet de vendre 100 produits à la place d'un. Et vous savez, quand on est commerçant, on occupe les rayonnages avec des produits à peu près similaires. Sinon, on ne fait pas de commerce. Vous sortez un pesticide ou un OGM, vous n'avez aucune chance de devenir majoritaire dans le commerce. Vous sortez 100 Roundup, ce qui est à peu près le cas, il y en a 450 dans le monde et 100 par exemple en France, et là vous arrivez à commercialiser tout à peu près. C'est-à-dire que vous occupez les rayonnages. Et là, vous mettez des formulations différentes qui sont très différentes même à l'intérieur d'une même autorisation de mise sur le marché. Qu'est-ce que tu as appris dans les réunions qu'on a eues avec l'EFSA? Leur mauvaise foi. Pas grand-chose, à vrai dire. Pour moi, tout ce travail a été important pour que les ONG et les associations qui ont constitué Secret Toxique se rendent compte de la mauvaise foi. Mais je savais que les tests à long terme n'étaient pas faits, puisque je leur avais demandé, quand j'étais leur expert,
je voulais en fait d'abord vérifier ça. C'est logique avec ce que je savais. En fait, beaucoup des expériences que j'ai faites m'ont été inspirées par leur laxisme. Comment ils peuvent ne pas se poser des questions de qu'est-ce que fait le produit dans son entièreté? Vous avez les tests? Ah non, ça on ne demande pas, c'est trop difficile. Comment c'est trop difficile? Vous n'avez qu'à mettre du Roundup à la place du glyphosate. C'est quoi la difficulté? Ah non, mais ça se fait pas parce qu'il y a un secret commercial. Ah bon? Alors il n'y a pas de secret pour comment dire pour commercialiser. Alors c'est quoi votre affaire? Il y a un secret commercial pour faire les tests de toxicité. Et puis pendant le même temps, la loi disait non, il faut publier tout ce qu'on sait sur la toxicité, sur l'environnement ou la santé. Donc ils ne suivaient pas la loi, ils ne la suivent toujours pas, ils ne font pas les tests à long terme que demande le Parlement, la Cour de justice de l'Union européenne, où les textes ne disent pas que ça doit être une évaluation théorique. Ce que j'ai appris, c'est qu'ils essayent de justifier leur évaluation, qu'ils admettront jamais qu'elle est bêtasse, mais elle l'est. Ils essayent de justifier leur évaluation en disant « Mais vous comprenez, nous, on fait des modélisations théoriques très compliquées pour savoir, et puis on a des... » Mais oui, mais on a des surestimations de la toxicité, donc de toute façon, tout le monde est protégé. Ah bon? Mais vous faites ça, vous faites des modélisations théoriques avec des produits que vous ne connaissez pas? C'est quoi la logique, là? N'importe qui peut comprendre que c'est idiot. Enfin, on ne fait pas une modélisation théorique avec un produit qu'on ne connaît pas. La théorie s'applique quand on a répété 1000 fois les mêmes problématiques. Là, ils l'ont pas fait une seule fois. C'est-à-dire que j'ai été le premier, en 2014, à publier une étude sur le Roundup à long terme sur les animaux. Et à ce jour, personne ne l'a refait, parce que ça coûte très cher et que ce n'est pas des dimensions des subventions d'un labo public. J'ai dû faire un crowdfunding assez unique pour pouvoir le faire. Et personne n'a fait dans le monde un test sur les formulations à long terme, sur les pesticides tels qu'ils sont vendus à long terme sur les animaux. Il y a des observations sur les animaux sauvages qui nous éclairent, sur les animaux de ferme, mais il n'y a pas d'études expérimentales sur les animaux à long terme. Pourtant, ça regorge pour les principes actifs déclarés, qui sont à côté de la plaque dans la toxicité du pesticide. Est-ce que tu peux nous décrire leur modèle et en quoi il est idiot? Le modèle réglementaire international, parce que c'est vrai qu'on peut reconnaître à l'EFSA que c'est elle qui fait les meilleures évaluations par rapport en Asie, par rapport à l'Australie, Nouvelle-Zélande, c'est F-Science, une autre agence qui fait ça, par rapport à l'EPA ou aux grandes agences américaines qui de toute façon presque maintenant autorisent sans regarder. Et c'est vrai pour les OGM qui contiennent des pesticides, Au royaume etc. des aveugles, les bornes sont rois. Voilà. Au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Donc les borgnes, c'est l'EFSA et ce qu'ils font. Et alors, ce qui est idiot, c'est qu'ils ne font jamais de tests sur la substance, ou ils ne font jamais faire, parce que de toute façon, ils font rien. Ils prennent les tests des entreprises. Mais ils leur imposent jamais, pour donner une autorisation, de faire les tests sur la substance qu'on étudie, mais sur ce qu'ils déclarent de la substance, qui est une partie minoritaire du pesticide. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'on l'a expliqué aux avocats américains qui ont gagné contre Bayer et qui les ont fait cracher 10 milliards, contre 125 000 patients maintenant. Il y en a heureusement qui n'ont pas accepté parce qu'il faut faire continuer cette évidence, il faut faire pousser cette évidence dans l'esprit international pour dire que c'est là que sont les crimes. L'avocat disait, un peu comme dans la publicité du café, glyphosate, what else? Et qu'est-ce qu'il y a dans le pesticide? Eh bien, il y a plein de choses cancérogènes. Ce que fait l'EFSA, c'est-à-dire, c'est idiot, et je leur dirai en face, et je leur ai dit en face, parce qu'ils ne testent pas le bon produit, tout simplement. Donc ça ressemble à de la fraude.
Ils ne testent rien d'ailleurs, ce sont les entreprises qui font les tests. Mais ils ne leur demandent pas de tester le bon produit. Ils leur demandent de tester ce qu'ils déclarent. Donc ils déclarent glyphosate herbicide, ils en mettent dans l'herbicide. Ils déclarent acide acétique herbicide, et ça marche, mais ils en mettent dans l'herbicide, quelques pourcents. Ils déclarent un dérivé de géranium issu du pétrole herbicide, et ils en mettent, mais ils testent que ça. Autrement dit, il y a plus de la majorité du produit, beaucoup plus que la moitié, qui est faite de composés à part l'eau inconnus au bataillon, même de l'EFSA. Et ils prétendent étudier les formulations. Alors moi, j'ai toujours pas retrouvé le résultat de leur modélisation là. Mais en quoi ça consiste en quoi ça consiste? Ça consiste en gros à diviser par 100 la toxicité du produit, alors qu'il faudrait la multiplier par 1000. Ça consiste en des calculs savants qui ne sont pas publiés, auxquels personne ne comprend rien. Mais il faut poser cette question à la toxicologue de l'EFSA. Il faut poser cette question à la toxicologue de Monsanto. Moi, je n'accepte pas de rentrer dans les bêtises. C'est-à-dire que si on vous dit qu'il y a une théorie géniale pour calculer la toxicité de quelque chose que vous ne connaissez pas, c'est bête. C'est non seulement bête, mais c'est une fraude. Ils n'ont pas eux-mêmes, et ils l'ont admis en réunion officielle, avoir la composition exacte des formulations qui sont ensuite autorisées. Et très vite, ils expliquent, ah oui, mais ça, c'est la responsabilité des pays, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Nous, on leur dit, ça serait OK. Mais les pays n'en font pas plus. Si ils demandent aux industriels de tester la toxicité à quelques jours sur les souris, sur la peau et les yeux des souris. Et évidemment, quand on leur met, ça les brûle, et ils disent il faudra porter un masque et des gants. Point barre. On a été voir, nous, scientifiques, les expériences qu'ils validaient des industriels. Et quelquefois, il y avait 3-4 souris. Bon, mais ça leur faisait dans tous les cas des brûlures, donc ils disaient, alors il faudra porter un masque et des gants, et puis voilà. Mais il n'y avait aucun test à long terme. Donc les tests à long terme des produits tels qu'ils sont autorisés dans le commerce n'existent pas, dans le commerce ou dans l'agriculture, n'existent pas. 1. 2, ils ne savent pas quels sont les composés, et ça l'EFSA le dit, et l'ANSES aussi, ils ne savent pas exactement quels sont les composés dans les formulations. Ils se sont contentés de tester les brûlures à court terme, quelques jours, ou moins d'un mois. Donc en fait, ils n'exigent rien de l'industriel, sous couvert de secret. Depuis la guerre mondiale, on fait toujours passer le secret qui a servi pour les armements. En fait, c'était des armements. Et à partir de là, ils disent qu'ils font de la science. Ils font de la fraude. Et il faudrait surtout pas que les autres scientifiques prennent ça pour de la science, parce que vous savez que la plupart de la communauté scientifique n'a pas accès à ces résultats. Ce sont des résultats confidentiels. Donc ils n'y touchent pas, parce qu'ils ont peur aussi d'être accusés, ils n'ont pas de moyens d'être accusés de faire de la distorsion de concurrence. Ou même les ONG ont peur de parler des noms commerciaux parce que ça ferait de la distorsion de concurrence, comme on dit, c'est-à-dire que ça pointerait un produit alors qu'il y en a 100 autres pareils dans le commerce. Ok, ça c'est vrai, mais en fait on peut dire les produits à base de glyphosate, les produits à base d'acide acétique sont pleins de toxiques non identifiés, que nous avons été parmi les seuls au monde à identifier, maintenant ça a été confirmé par de nombreux scientifiques, et qui sont beaucoup plus toxiques que les matières déclarées. Donc c'est là qu'ils font des raisonnements de modélisation théorique sur des produits qu'ils nous disent ne pas connaître, donc on voit que c'est soit extrêmement stupide, soit extrêmement frauduleux. La question avec laquelle je termine un peu tous les entretiens, et disons que tu es bien placé pour y répondre, c'est souvent quand je parle de mon taf, du coup, directement avec Secret Toxique, on me dit, dis donc, vous êtes ambitieux, mais comment vous pouvez y arriver à un truc pareil, quoi. Genre, sortir des pesticides, quand vous voyez les multinationales, les pouvoirs qu'il y a en face,
eh bien, comment est-ce que, enfin, c'est pas possible. J'espère que vous réussirez, mais j'y crois pas. Et t'es bien placé pour ça, parce que t'as subi les foudres des agences de communication, de l'industrie, etc. Et de Monsanto. Et de Monsanto. Donc, qu'est-ce que toi, tu répondrais à quelqu'un comme ça? Un crime qui a été organisé et l'enquêteur va voir son supérieur et dit il faut continuer l'enquête parce que j'ai des pistes. Et là, on ne peut pas avoir meilleure piste. Une fraude généralisée sur tous les pesticides. C'est pas je veux interdire le tel parce qu'il y a une illégalité secondaire, comme certains essayent de faire parce qu'ils croient qu'ils vont mieux y arriver par des petites... Il faut d'abord faire réaliser au public et aux ONG et aux parlementaires ce qui se passe. Et après, quand on va tous s'y mettre, tout va tomber comme un château de cartes parce que ça va montrer l'irrationalité des réglementations et l'irrationalité des doses admissibles de pesticides sur lesquelles on base tout notre savoir. Il n'y a pas un journaliste qui va répondre quand un industriel va lui dire « oui, mais de toute façon, on est en dessous des doses admissibles ». Il ne va pas lui dire « oui, mais ces doses sont nazes », comme dirait un jeune aujourd'hui. Parce que les gens ne sont pas au courant et n'osent pas. Donc déjà, il faut faire réaliser la chose. Ensuite, la vérité gagnera, parce que quand on trouve un crime de plus en plus grand, ça finit par faire scandale. Donc je suis sûr que si la communauté scientifique s'en rend compte, nous on a fait une grande enquête qu'on a publiée en 2015 sur l'ensemble des chercheurs qui publiaient sur le Roundup. La moitié, au monde, la moitié parlait du glyphosate comme si c'était du Roundup, ou du Roundup comme si c'était du glyphosate. Tout simplement parce que la plupart n'étaient pas au courant de ces pratiques et de ces découvertes. Il faut les faire et il faut s'y pencher. On va faire un numéro spécial dans la revue Toxics. Il faut s'y pencher, il faut oser. Donc je vois que la communauté scientifique change quand elle s'en rend compte. Et si après, on ne trouve plus d'experts sauf liés à l'industrie, qui disent mais il y a quelque chose qui cloche de grave dans tout ce qu'on a fait sur les pesticides, le monde va changer. Le monde a toujours changé et le monde s'est toujours rendu compte de l'importance des découvertes, soit pour les utiliser à mauvais escient, soit à bon escient. Donc, de toute façon, il y aura trop de points concordants pour que ça soit ignoré, à un moment ou à un autre. Donc, il faut commencer, mais il faut dire pourquoi on travaille, surtout. Pas aller chercher le 3e alinéa d'une 8e réglementation sur un point de détail, en disant, ben ça va être la voie d'entrée. Ça peut, mais on est sûr qu'on plombe de 10 ans la connaissance des choses. Ça, c'est mon expérience de 30 ans sur le sujet avec les multinationales, les agences réglementaires, qui l'a montré. On a eu des victoires. On a fait interdire tel ou tel pesticide, on a fait interdire les POEA, mais tout continue comme avant. Tout simplement parce qu'on avait pris le sujet par une petite porte d'entrée. Donc on peut avoir des victoires. Si on est une ONG qui veut garder des cotisations et des gens, on va prendre cette voie-là. Parce que ça sera mieux pour râler tout le temps. Mais si on veut faire une révolution pour que le monde change parce qu'on tue des milliards de gens comme ça, ou on les rend malades, ou handicapés à vie, s'ils ont eu ça pendant la grossesse de leur mère, comme c'est arrivé, il y a des procès pour ça, alors il faut dire les choses. Il faut dire, l'EFSA, vous faites, nous on pense, ou certains pensent, que vous faites des évaluations nulles et non avenues parce que vous ne prenez pas en compte les produits tels qu'ils existent. Vous avez des secrets toxiques que vous couvrez de votre ignorance ou, pire, de votre collaboration. Les grands procès des nazis, il a fallu les faire sortir. Je ne dis pas que c'est des nazis, ce sont des petits suiveurs assez nuls en sciences, pour être honnête, je les ai côtoyés. C'est-à-dire qu'ils suivent la réglementation. Ils disent « Ah ben c'est un adjuvant » ou « c'est un coformulant ». Ils disent les définitions qu'a choisi
l'industrie. Mais ils disent les définitions qu'a choisi l'industrie, mais ils ne disent pas la réalité. Par exemple, adjuvant, ça veut dire adiuvere, ça vient du mot adiuvere en latin, aider. Mais si vous trouvez un complice et que vous ne dites pas que c'est lui le vrai criminel, vous ne résolvez pas votre enquête. Si on a pris le complice, si le vrai criminel s'est caché sous la forme d'un complice. Et encore, comme il n'est pas déclaré, on ne peut pas le trouver. Donc, il faut absolument leur dire la réalité en face, le crier aux journalistes, le crier aux associations, le crier aux scientifiques, pour pouvoir avancer. Parce que s'ils ne sont pas d'accord, c'est bien, les autres, ceux qui voudraient sortir des pesticides et qui pourraient ne pas être d'accord avec la stratégie. Mais alors, qu'ils fassent faire des études, qu'ils se rendent compte que le produit est 1000 fois plus toxique que le principe actif dont il parle. Et j'ai vu ça se produire sur les néonicotinoïdes. Encore aujourd'hui, Le Monde, Le Figaro, tous les grands journaux, ou toutes les grandes radios, ou même les radios internationales, parlent du glyphosate et des néonicotinoïdes. Ils ont gagné, les agences de com qui influencent à la fois... Parce que ils savent très bien que s'ils arrivent à influencer un noyau dans les agences réglementaires, un noyau dans les journalistes et un noyau dans les politiques, ce qui est le plus beurré au monde, c'est-à-dire ceux qu'ils ont aidés à faire élire, la plupart du temps, sont eux qui sont dans les pouvoirs aujourd'hui, eh bien, ils ont gagné parce que tout le monde répète la même chose. Et ils vont sortir leurs petites études sur le glyphosate, montrant qu'en fait, c'est pas grand-chose. Et ils ont raison, là. Pour finir, est-ce que tu es optimiste? Oui. Moi, je suis... Alors ça, c'est une question d'abord de caractère. Je suis optimiste parce que je sais que la vérité vaincra. C'est trop gros comme mensonge. Et je suis optimiste parce que je sais que c'est un processus naturel de la science. N'oubliez pas que on a cru à un moment donné que le monde était plat, qu'il se finissait comme ça, qu'il y avait l'enfer dessous. N'oubliez pas qu'on n'a pas cru à la gravité. N'oubliez pas qu'on n'a pas cru à la vie des microbes au départ. Anthony von Leeuwenhoek disait les animalcules donnent des maladies, les microbes donnent des maladies au XVIIe siècle. Et l'Église lui disait non, ça va pas. Les maladies viennent du feu divin quand on a péché. On se demandera pourquoi on pensait évaluer les pesticides si on évaluait que moins de la moitié de leur composition. On se demandera pourquoi un jour. Donc pensons plutôt à ce qu'on doit aux générations futures comme vérité et comme transparence. En fait, tout ça n'est possible que parce que ils maintiennent une espèce d'omerta. C'est une mafia sur leurs travaux. Ils vous disent que ah non, ça c'est couvert du secret professionnel, ça c'est couvert du secret industriel, ça c'est couvert du fait que notre réglementation dit qu'on ne peut pas donner les tests. Alors on va cacher les noms, on va mettre pas du blanco mais du noirco, je sais pas comment on dit, du noir, sur les dossiers. Non mais, et c'est pour faire une enquête sur les morts des gens. On se croirait dans un autre monde. Et ça, un jour, forcément, on s'en rendra compte et on va taper du poing sur la table, quoi. Si on va pas... Et c'est responsable de 30% des modifications climatiques, ce système d'évaluation des pesticides, où on ne dit pas qu'il y a du pétrole dedans, et où on ne dit pas que c'est fait à partir de pétrole. Ça va pas. Il y a 10 calories pétrole qui sont utilisées aujourd'hui pour faire 1 calorie consommable de plantes industrielles. On est dans un monde de fous. Et ça va exploser un jour. Quand on est dans un monde de fous comme ça va exploser un jour. Alors je le dis parce que, comme je suis sûr, et c'est en ce sens que je suis optimiste, que ça va exploser, je ne sais pas dans quel délai, et je suis pessimiste sur tous les morts et les malades qui vont être entre-temps. Donc il vaut mieux le dire le plus tôt possible. Je crois que, oui, on va changer le monde avant qu'il nous change. C'est-à-dire qui nous écrase par les changements climatiques, la désertification, la perte de la biodiversité, tout cela étant très lié, par une absence de transparence, un productivisme aveugle, mais surtout par une fraude généralisée dans la réglementation, au bénéfice des industriels et au maléfice de la santé des gens.